Ne jamais se résigner à ce que les choses se passent comme elles se passent. On pourrait vraiment créer un mouvement et soulever tout ça. C'est pas parce qu'on organise des fêtes qu'on n'est pas conscient des choses. Parce que parfois on pourrait se décourager, se dire que ça ne sert à rien et que l'on se bat contre des moulins à vent. Parce que les forces politiques actuelles rognent les droits de tous, chaque jour. Des décisions incompréhensibles sont menées, avec une impression de retour en arrière, le tout orchestré par des médias et une communication toujours plus orientée. Et si ralentir et faire la fête étaient des choix éminemment politiques. Comment ramener de la politique dans ces espaces pour construire ensemble un avenir qui fait sens ? Militer et faire de la politique sont devenus des devoirs importants. C'est pourquoi, pendant le festival Subversion, qui a eu lieu en septembre 2025, on a enregistré un podcast pour célébrer la fête politique et pour témoigner de l'importance de politiser ces espaces. Bienvenue dans un podcast subversif. Épisode 1, la fête, un espace intrinsèquement politique. Je suis Élise et j'ai eu la chance d'interviewer certains artistes qui se sont produits lors du festival. Je vais tenter de vous faire naviguer à travers les différentes réflexions qui sont sorties de ces échanges. Mais avant cela, je souhaite d'abord apporter une explication autour du terme politique. Ce mot, il tire ses racines du grec ancien polis. Ça veut dire la cité. La politique, c'est donc l'organisation de la société. Je précise parce que, en fait, là, l'idée, c'est pas de se dire que la politique, c'est juste la promotion d'un parti. En fait, c'est aussi et surtout le fait de réfléchir au système, de le questionner, le changer, le concevoir. Avec le collectif Subconscience qui a organisé le festival, on a envie de croire à cet autre système. Plus inclusif, plus respectueux du vivant, plus égalitaire. Ça nous tient grave à cœur de réfléchir tous ensemble à cette société, et notamment pendant nos événements. Je remercie le collectif Subconscience qui m'a confié ce projet. Je remercie aussi toutes les personnes et les intervenants et intervenantes de ce projet, Mars et Manu, de Saccage Nocturne, les membres des Mingway Effect, Boab, Solarithme, Iria, les membres du groupe Sésame, ainsi que toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter hors enregistrement et qui ont nourri ma pensée. Bonne écoute. C'est la musique, en fait, à la base, c'est extrêmement codifié. Boab, membre du groupe Angora. Quand on parle, par exemple, des musiques du XVIIIe siècle, tu vois, de Mozart, tout ça, les musiques étaient créées pour le pouvoir. On n'était pas compositeur autonome ou mécéné. On était forcément, on composait pour la cour, forcément. Enfin, en fait, sinon on pouvait pas vivre, en fait. C'est qu'au 19e où on a commencé, du coup, où des artistes est devenu un métier indépendant du pouvoir. T'as du coup des compositeurs, ce qu'on appelle du coup la seconde école de Vienne, qui ont commencé à découper toute la structure de la musique. Parce que vu que la musique est hyper codifiée, donc avec des cadences, avec une harmonie hyper structurée et codifiée, et dont on ne peut pas s'en défaire, hein, vraiment. Quand on s'en défait, la musique n'est pas appréciée, la musique elle est blâmée, elle ne sera pas valorisée. Et ce sont des compositeurs qui ont déconstruit tout ça. Et du coup, c'est là où on arrive, du coup, quand on écoute aujourd'hui la musique expérimentale, on se trouve waouh. Mais en fait, la musique expérimentale, qu'on appelle aujourd'hui expérimentale, elle est née dans un contexte où on commençait à déstructurer les codes, les règles. Et en fait, c'est là où du coup je trouve ça hyper intéressant. Du coup, la techno, du coup, après il y a eu la musique électroacoustique puis électronique en Allemagne. Mais en fait, là, on était vraiment du coup dans une musique qui ne respectait pas les règles. Et en fait, et la techno, en fait, elle a continué. Du coup, donc c'est on va dire la musique populaire qui a récupéré du coup les moyens, les nouveaux dispositifs techniques qui permettent du coup de faire de la musique électronique. Et du coup,
ont gardé ces principes-là. Donc des musiques atonales c'est-à-dire qu'on ne perçoit pas de mélodie, on est plutôt dans du bruit, on est dans des trucs hyper répétitifs. En fait, ce sont des éléments techniques qui ne respectent pas les cadres du pouvoir de l'époque. Mais en fait, on a eu le même phénomène avec le jazz, le même phénomène avec la musique punk, garage. Et en fait, c'est la même histoire. C'est-à-dire que du coup, elles émergent dans des contextes apolitiques au départ, enfin, en fait, qui sont à l'extérieur des zones d'oppression, enfin, du cadre, en fait. Ouais. Elles naissent toujours dans des zones hors cadre. Maintenant, c'est plus un symbole d'éducation, enfin, de bonne éducation qu'à l'époque où c'est né. Où c'était plutôt un symbole de protestation complètement anti, enfin en tout cas contre les pouvoirs en place de l'époque. Et donc du coup c'est pareil du coup avec les jazz clubs etc. Et comme là aujourd'hui du coup avec les raves ou autres événements qui valorisent ce genre de musique. Donc c'est marrant, à chaque fois il y a des parallèles historiques qui se répètent. Et du coup, c'est dans cette dimension-là où je pense que la musique électronique est, en fait, même par nature politique. Si on fait l'histoire des espaces de la musique électronique... Jérémy, Solarhythme. C'est un héritage politique parce que la techno, ça vient des classes populaires noires américaines aux États-Unis et aussi ça vient des gays aux États-Unis pour la house. Donc il y avait déjà un aspect militant dès le début et ça s'est senti, je trouve, ça se sent dans la techno, même si bon, ça s'est fait réapproprier par les blancs avec le temps, mais ça a toujours été assez politique dans l'essence même du truc. Que le mouvement techno vient d'abord de minorités racisées américaines, afro-américaines. Mars, de Saccage Nocturne. Que c'est un mouvement de libération, de lutte, et ce qui nous a poussé à créer Saccage Nocturne, c'était le constat que la plupart du temps, quand on va en soirée techno, quand c'est pas des free parties, il n'y a pas vraiment d'espace politique. La fête en elle-même peut être un espace politique parce que c'est résister que de proposer un espace alternatif, un espace festif, etc. Mais il n'y a pas vraiment de discours politique, de paroles politiques, enfin assez souvent en tout cas. Et du coup, nous, on avait envie de revenir entre guillemets aux origines aussi de la techno, à notre manière et avec notre histoire contemporaine, bien sûr, mais on avait envie de revenir un peu aux origines de ça en proposant des sons sur lesquels on pose des paroles qui sont hyper engagées, quoi, et que les gens puissent profiter bien sûr de la musique, mais puissent aussi entendre des choses qui les bougent, qui les remuent, qui leur donnent envie de réfléchir, qui les questionnent, etc. Comme on vient de l'entendre, les musiques électroniques sont nées dans un contexte de lutte. En fait, si aujourd'hui on peut danser sur un set house dans un club en pleine ville, c'est parce que à une époque, en tout cas l'époque où cette musique est née et s'est peut-être popularisée, c'était pour des personnes qui luttaient pour le droit d'exister, le droit d'être vu. Et ça, comme ils viennent de le dire, c'est hyper important dans l'héritage que ça donne, même dans notre manière de, nous aujourd'hui, vivre cette musique. Il faut aussi parfois se souvenir d'où viennent les choses, pour comprendre pourquoi elles transparaissent forcément quelque chose d'important. Sur la scène électro, il y a souvent deux grandes familles. La techno, dont on vient d'entendre les origines juste à l'instant. Et il y a aussi la trance ou la psytrance. Et la psytrance ne vient pas tout à fait du même endroit. Mais la psytrance, en parallèle de ça, c'est autre chose. C'est des gens dans les années 70, tous ceux qui écoutaient du rock psyché, qui sont allés à San Francisco. Ils ont un peu immigré à Goa et ils ont continué à faire leur teuf à Goa. Donc là, c'est un peu différent. Là, c'est des blancs, hippies, un peu qui ont de la thune, qui vont dans des pays pauvres, danser en prônant la paix et l'amour. Bon, la paix et l'amour, c'est cool, ok, c'est super, et c'est beau, mais c'est pas le même héritage.
Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin des années 80, en parallèle de la techno, il y a les machines et il y a ces mecs qui font du rock psyché, qui veulent faire de la techno psyché, quoi. Et ça donne la Goa. Attention, il y a peut-être des gens qui vont tiquer avec ce que je dis, mais voilà, c'est ça. Et du coup, ça fait, ils appellent ça de la trance. C'est influencé aussi de la trance, mais on va dire que c'est de la techno aussi, la trance. C'est les mêmes racines. Et ça a donné une musique électronique qui est vachement influencée par les courants hippies. Les courants hippies, c'est des courants qui étaient autarciques, du coup. C'était quand même, on se retire de la société en prenant l'amour, mais on se retire de la société. Donc, entre-temps, la société, elle évolue. Et moi, ce que j'ai remarqué dans la scène psytrance aujourd'hui, c'est que plus de 30 ans après son apparition, en tout cas à l'international, parce que sur la scène française, on est pas mal, je trouve. Mais après, on a un fort héritage politique en France. Je trouve qu'on est en retard sur plein de points. Il y a plein de festivals où la parité, elle est pas là. Les espaces safe en teuf, j'en vois pas tout le temps. Je vois beaucoup de mecs au niveau des orgas. C'est beaucoup que des blancs. Et voilà, là, on peut faire la différence déjà. Le fait que la psytrance vienne d'un mouvement hippie, un mouvement qui rejette toute forme de pouvoir, qui prône avant tout la paix, l'amour, mais aussi le fait de ne pas avoir de drapeau sur le dance floor, le fameux No Flag on the Dance Floor, eh bien ça a donné une scène qui préfère se taire en fait, plutôt que de prendre position. Mais se taire, c'est valider l'ordre établi, c'est invisibiliser les peuples, les luttes, et c'est laisser la place finalement à l'oppresseur. En ce moment, il y a un génocide en cours à Gaza. La scène psytrance est très liée à Israël. Parce que en fait, dans les années 90, quand à Goa, là où est née la psytrance, ça battait son plein, c'était la grosse stuff. Il y avait beaucoup de soldats qui sortaient du service militaire, qui allaient là-bas pour décompresser. Et, ils étaient tous traumas, forcément. Et ils allaient faire la fête sur ces plages. Et là-bas, ils trouvaient des espaces d'amour et de paix, ce qui était vachement différent de ce qu'ils voyaient, je pense, dans leur service militaire où c'est hardcore. Et du coup, ils ont ramené ça, la psytrance, chez eux, et c'est devenu ultra populaire chez les jeunes. Et en fait, c'était des mouvements de contre-culture, parce que le symbole de ça, c'était la paix et l'amour. Et c'est pas la guerre, la paix et l'amour. Sauf que chez les Israéliens, il y a beaucoup de patriotisme. Et aussi, le mouvement psytrance, au lieu d'être réprimé par le gouvernement, là-bas, il a été vachement instrumentalisé. Par toutes les discussions que j'ai eues, les gens que j'ai rencontrés, les recherches que j'ai faites sur Internet et tout ça, on sait que la scène, elle a été instrumentalisée, en tout cas. Dès les années 2000, il y avait des fêtes faites pour les soldats qui étaient bien accueillis chez les états-majors, j'imagine. Enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, il y avait des fêtes organisées et je sais pas à quel point, parce que en fait, je suis pas dans le Mossad ou dans, enfin, tu vois. Mais je sais même pas si ça a été instrumentalisé par le Mossad ou pas. J'ai pas envie de dire d'affirmer des choses. Je peux que ne supposer. Mais en tout cas, voilà, il y avait des artistes très connus comme Astral Projection qui allaient faire des fêtes pour les soldats israéliens. Qui étaient en train de coloniser, en fait, enfin, qui étaient en train de réprimer la population. Et ça s'est fait depuis 20 ans. Il faut aussi savoir que en Israël, en parallèle de ça, de la psytrance tellement populaire que là-bas, ils n'ont pas la technoparade, ils ont des espèces de transparade où dans Jérusalem, tu as Ace Ventura, enfin tous les plus gros noms de la psytrance qui sont les plus connus, ils sont tous israéliens. Les boîtes de booking les plus connues qui leur permettent de jouer dans les plus gros festivals partout, c'est des boîtes de booking israéliennes. Elles sont ouvertement sionistes. La plupart des artistes sont ouvertement sionistes, pas tous. Mais il y en a beaucoup. Nous, là, on se rend compte sur les réseaux de plus en plus qu'il y a des artistes qui ont des discours qui sont très chauds, comme par exemple les enfants qui sont nés à Gaza, c'est que des futurs terroristes, donc c'est ok de les zigouiller. Et après, on voit ces artistes-là qui sont bookés sur des gros festivals de psytrance où on va tous. Et à la fin du festival, ils font unité, paix, amour, tu vois. Et pourtant, il y a ce mec-là qui joue, tu vois.
Il y a beaucoup d'organisateurs qui ne se placent pas. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont neutres, qui veulent pas se positionner sur ces sujets-là, alors que c'est hyper important de se positionner parce que ça touche directement notre scène. Et que ce soit en tant qu'organisateur ou en tant qu'artiste, je trouve que c'est hyper important de ne pas juste dire oui, la musique n'est pas politique. C'est pas vrai. La musique, elle est politique. La scène est tellement dépolitisée dans la psytrance que tout le monde est en mode oui, faut parler que de paix et d'amour et d'unité parce qu'il faut pas te parler de choses qui nous divisent, mais sauf qu'on prend pas en compte les populations opprimées. Et aujourd'hui, quand on en parle sur Internet, on peut recevoir des menaces en message privé. Ouais, moi j'ai pas reçu des menaces, mais je connais des gens qui ont reçu des menaces de mort. Enfin, c'est pas marrant, quoi. Et d'où là, c'est hyper important justement de repolitiser ces milieux-là dans nos fêtes, d'en parler comme on le fait maintenant, et de pas se laisser intimider parce qu'ils ont des systèmes d'intimidation avec des groupes Facebook et tout ça où ils vont aller harceler quelqu'un parce que il a dit que là-bas il y avait un génocide. Il y a un génocide, point barre. Si la fête elle se dépolitise complètement, au mieux ça devient juste un espace de consommation capitaliste et du coup déjà c'est affreux. Et dans entertainment, c'est-à-dire juste on fait la fête et on se défonce et c'est tout. On consomme. Et au pire, bah ça peut être instrumentalisé à des fins qui sont pas cool, quoi. Et pour éviter ça, bah faut politiser nos espaces de fête absolument et se renseigner et faire en sorte de créer un espace de fête meilleur pour que ensuite ça émane vers autre chose. Le tyran doit chercher à maintenir ses sujets dans un état d'abaissement. Il faut qu'ils restent pauvres, afin qu'ils soient occupés à leurs besoins quotidiens et qu'ils n'aient ni le loisir ni les moyens de conspirer. Il doit aussi se garder de laisser naître en eux la confiance, car la confiance mutuelle donne la force d'agir en commun. C'est pourquoi il convient d'empêcher les réunions, les repas en commun, l'éducation et toute forme d'association. Il faut encore que les sujets restent ignorants les uns des autres et qu'ils soient continuellement sous surveillance. En un mot, le tyran doit s'efforcer que rien ne se fasse sans qu'il le sache et que tous soient dépendants de lui. Cette citation est tirée de l'ouvrage La Politique, qui a été écrit par Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ. Ça fait un petit moment maintenant, et pourtant je trouve qu'elle a toute sa place ici, après l'extrait que l'on vient d'entendre. En fait, tout est politique. Le bulletin que tu choisis de mettre dans une urne, les vêtements que tu choisis de porter, l'argent que tu places, les légumes que tu achètes, le voyage que tu planifies, et le truc que t'as décidé de pas regarder. Ça peut paraître un peu vertigineux, mais c'est totalement le cas en fait. Maintenant qu'on est d'accord là-dessus, est-ce qu'on peut arrêter de dire qu'il y a des choses politiques et d'autres non ? Le non-choix, c'est un choix. C'est le choix de continuer à nourrir un système, car tant qu'on s'y oppose pas, on va avec. Alors, on est bien d'accord, on ne peut pas mener tous les combats. Et l'idée, c'est pas de se dire qu'on est responsable de tout. Par contre, on a tous notre part de responsabilité dans le fait de vivre ou de subir un fonctionnement. On a tous notre part de responsabilité dans le fait de se rendre compte de nos privilèges. Et on a tous des leviers d'action à notre disposition. Un espace de fête, ça peut paraître complètement random, anodin. C'est un endroit où on a envie de tout lâcher, penser à rien. Mais en fait, ça, c'est quand c'est possible. Parce que cet espace-là, qu'il soit public ou privé, est-ce que c'est un endroit où on peut penser à rien quand on est une personne à mobilité réduite, une personne queer, une femme, une personne racisée? Le droit aux espaces de fête est essentiel dans une vie. Et l'accès à ce droit, il est politique. Car ce sont les municipalités et autres organisations du gouvernement qui autorisent les espaces, les subventionnent ou bien les tolèrent. C'est aussi les organisateurs de ces événements
qui décident de rendre accessibles les lieux, de mettre en place des assos pour avoir un espace et un protocole s'il y a des violences sexistes et sexuelles. Tout ça, c'est la responsabilité des personnes et c'est surtout des choix politiques. Alors nous, on a de la chance à Marseille. Alors les municipales, c'est l'année prochaine, c'est bientôt, mais on est sur le printemps marseillais qui est du coup un mouvement de gauche. Plutôt socialiste, voilà, modéré quoi, mais du coup qui pour le coup qui d'habitude est extrêmement critique, hein, même peu importe le parti, encourage du coup plutôt ces initiatives, ou en tout cas ne sont pas austères. Tu vois, il y a comparé à d'autres villes, à d'autres municipalités autour de, donc dans la région qui est principalement RN en réalité, où tu as zéro espace de ce type. Tu n'as pas de tiers-lieu entre guillemets, ou en tout cas de lieu alternatif où peuvent se regrouper des personnes et qui dont les sujets ne tournent pas autour de l'argent, de la conso ou de, tu vois, enfin voilà. Les tendances politiques du jour, c'est qu'elles les subventions publiques destinées à des associations dites d'intérêt général sont de moins en moins financées. On a affaire à des structures qui appliquent vraiment les politiques culturelles. Donc elles transpirent la politique culturelle du moment, mais elles ne sont pas financées par ces mêmes politiques culturelles ou sous-financées ou avec de plus en plus de difficultés. Donc on a des assos, voilà. Nous, l'asso où je travaille, on est quand même 15 salariés, avec on salarie une cinquantaine d'artistes par an, et en fait un budget à 1 million à la base, mais là maintenant on est descendu à 700 000, et puis plus ça va, plus le budget descend, alors que les associations ont un rôle dans l'écosystème culturel, et c'est ça moi qui m'interroge beaucoup. Quelle est cette peur derrière autant de répression ? Et si la dangerosité de ces espaces, c'était pas tant la nuisance sonore, comme on a envie de nous le faire comprendre, mais plutôt ce qui s'y passe, et qui n'est pas capitalisable, fiscalisable. On a l'air de tendre vers un monde où permettre aux gens de se réunir, de discuter, de s'organiser, ça a l'air dangereux en fait, pour l'État, pour l'ordre pour le système qui est en place. Je sais pas vous, mais moi en tout cas ça me fait plus penser à une dystopie, cette histoire. C'est qu'une rave, une teuf, c'est pas fiscalisable en fait. Donc en fait tout simplement ça, déjà tu peux pas, enfin en fait même pour l'État c'est pas intéressant forcément, parce que du coup il y a pas de productivité dedans. Et justement enfin c'est ça la valeur aussi un peu peut-être qui est un peu induite en souterrain. Je veux dire être dans un endroit où on abandonne un peu ce concept de productivité, où on est là juste là de capitalisme, on est juste là pour enfin c'est de la rencontre de pair à pair entre nous, et on essaye d'exprimer à travers la musique, les rencontres. Et ce sont aussi de plus en plus des espaces qui sont aussi occupés par des associations. Je veux dire, il y a tout le temps souvent des assos, alors qui peuvent concerner la RDR ou d'autres thématiques. Et en fait, voilà, ce sont des zones qui ne sont pas encadrées et ni encadrables par l'État. Et donc du coup, il y a une répression derrière pour empêcher leur organisation. On crée du beau et on crée du jeu pour rien, entre guillemets, juste pour le but de créer du beau et du jeu. Et je trouve que dans un monde ultra capitaliste, ultra dans la performance, la productivité, etc., créer des espaces dans lesquels on crée pour rien, entre guillemets. Encore une fois, c'est entre guillemets, mais c'est juste pour le moment qu'on est en train de vivre. Ça va pas être capitalisé, ça va pas être mis de côté pour plus tard. C'est juste créer un moment ensemble pour le garder en soi. Et c'est une richesse intérieure, c'est pas une richesse matérielle. Ça, c'est quelque chose que je trouve hyper précieux dans la fête. Et je pense que c'est aussi une des manières d'amener une transformation culturelle vis-à-vis du capitalisme, du productivisme, etc., que de générer de plus en plus de moments comme ça qui n'ont pour vocation que de proposer du beau et du jeu. En fait, pour moi, faire la fête, c'est surtout, avant tout, se représenter quels sont les systèmes d'oppression et les combattre. Et je trouve que ça, c'est des causes à défendre qui
qui doivent être présentes dans nos espaces de fête. Là où j'ai le plus appris sur les humains et sur les rapports humains et comment on se respecte les uns les autres, je pense pas que c'est à l'école, parce qu'à l'école j'étais un petit con et qu'on faisait pas grand chose pour que ça change. Mais je pense que c'est dans les espaces de fête. Et je pense que dans ces espaces-là, justement, c'est là que j'ai découvert que on pouvait avoir des rapports super sains entre les humains, on pouvait mettre en place des choses qui étaient organisées, on pouvait déconstruire certaines choses. Enfin, pour moi, la fête, c'est pas juste la fête. C'est plein de choses où on remet en question les systèmes dans lesquels on vit, qui sont le système capitaliste, en fait. Parce que la fête, c'est l'entraide, c'est plein de rapports humains et c'est la déconstruction de plein de modèles qui sont dégueulasses, qui sont des rapports de pression. Et justement, l'image que les politiques ils veulent renvoyer aux gens, et ça fonctionne, avec les médias mainstream, c'est des drogués qui font la fête, qui laissent sale, mais en fait, c'est pas ça. Mais eux, ils le savent que c'est pas ça. Et ils savent très bien. Je pense qu'ils sont malins. Ils savent très bien que dans ces espaces-là, c'est des espaces où on s'émancipe de notre société. Et du coup, forcément, qu'est-ce qu'on fait ? Faut les discréditer, ces espaces-là. Ou alors, faut les rendre conventionnels. En fait, les espaces de fête, ils sont intrinsèquement politiques. C'est hyper nécessaire aujourd'hui, là, en 2025, de repolitiser au maximum ces espaces-là pour éviter qu'ils soient récupérés à des fins malveillantes, c'est-à-dire pour faire du fric et pour juste prôner la thune. C'est quoi cette société qui voudrait qu'on fasse que travailler sans avoir de distraction non conforme? Pour moi, ça fait partie de mes ressources. Ouais, la fête peut être, je pense, considérée comme une ressource humaine, quoi. Enfin, je veux dire, quelque chose qui permet de se renouveler, de se maintenir. Ces zones-là, en fait, elles participent en réalité à ce qu'on pourrait dire un peu l'indice de bonheur, en fait. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas compté. C'est pas forcément quantifiable, mais c'est la réalité. Enfin, c'est une réalité. Quand on va dans un festival, on en sort toujours reposé. Enfin, même si c'est pas forcément reposant, mais en tout cas, ça nous a permis de faire une coupure nourrie. On a coupé et ça fait du bien. On oublie cette dimension-là. Qu'en fait, en vrai, ça participe aussi psychologiquement, je pense. Genre là, je suis pas professionnel, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que ces événements, j'en ai besoin parce que du coup, ça me permet de couper avec la vie de tous les jours où il y a une pression. En fait, la fête, c'est... Marc, membre du groupe Sésame. Je pense de manière vraiment ultra générale, sans être ni dans le style de musique, ni le genre de moment de la journée ou je sais pas quoi, tu vois, c'est pas forcément le carnaval, c'est en journée par exemple, ça peut être la fête, tu vois. Les enfants à l'école, c'est le moment où on fait pas le truc quotidien, et je pense que c'est vraiment ça, c'est le moment où il y a plus les codes, au moment où le truc usuel, utilitaire aussi, il est brisé, et où ça a une fonction sociale et politique du coup, qui est en fait de réussir aussi à créer des espaces ou des temps, enfin des espaces et des temps quoi, dans lesquels on peut en acte faire la critique de cette quotidienneté, de ce truc répétitif et aliénant en fait. Donc je sais pas si c'est une émancipation, comme il le disait, dans certaines consommations, ça peut devenir une aliénation aussi, mais en tout cas c'est une tentative d'émancipation où c'est un espace dans lequel ça peut se fabriquer quoi. Et je pense que c'est plutôt le rapport entre ces temps-là et le retour au quotidien qui peut créer un truc vertueux. Mais c'est vrai que cette notion aussi d'auto-responsabilisation, tu vois, des personnes, qu'elles soient autant qu'elles viennent autant des personnes qui organisent, en tout cas qui initient ces fêtes ou en tout cas ces projets, et les personnes qui les fréquentent, ben en fait ça élève en fait les gens, enfin ça gratifie aussi. Je veux dire, enfin moi ce que j'aime beaucoup en fait finalement dans ces milieux-là et dans le milieu associatif de manière plus générale, c'est le fait qu'on donne très facilement de la responsabilité, par exemple même à des bénévoles.
on va pas fliquer un bénévole, je veux dire. Enfin, tu vois. Et le bénévole, en fait, va s'auto-responsabiliser et va être valorisé derrière. Et ça, pareil, ça participe encore une fois à ce sentiment aussi de bonheur, en tout cas se sentir utile quelque part, de trouver sa place. J'espère, cher auditorice, que t'as compris que la fête, c'est pas juste du boum boum et des gens. Il y a quelque chose qui s'y passe, et ce sont ces choses-là qui sont essentielles à une émancipation, une évolution personnelle ou générale. Et que ce qui s'y passe, c'est tellement pas tangible que ça fait peur. Les rencontres, l'autogestion, le sentiment d'appartenance, les échanges et le fait juste de ressentir. Ressentir la musique, ressentir l'énergie, se sentir porté par un groupe, par quelque chose. Bref, autant de choses qui sont pas capitalisables, en tout cas au sens financier du terme. Si on accepte de ne plus pouvoir nous réunir, on donne notre pouvoir aux tyrans. Dans l'épisode suivant, nous verrons comment concrètement on intègre de la politique dans la fête et comment cet espace-là nourrit notre militantisme au travers de l'art et de l'émotion notamment. À bientôt.